Honorables sénateurs, je prends la parole aujourd'hui pour parler du projet de loi C-62, le deuxième projet de loi en ce qui concerne le délai applicable en la matière. Et je souhaite souligner le travail qui a été réalisé par tous les membres du comité mixte sur le projet de loi dont nous sommes saisis. Et je les remercie également de leur travail depuis la constitution du comité. Le comité a fait son travail au meilleur de ses possibilités, compte tenu des circonstances difficiles qui ont été prévues par le gouvernement. Et je remercie les députés, les sénateurs, les témoins experts, de même que tous les Canadiens qui se sont donné la peine de comparaître comme témoins. Tous ont joué un rôle crucial dans le travail parlementaire essentiel qui a été effectué par le comité mixte. Et d'emblée, je souhaite également souligner que je n'utiliserai pas le terme « aide médicale à mourir ». Je ne vais utiliser le terme et l'acronyme que lorsqu'il s'agit d'une citation que je fais. Et donc, lorsqu'on parle d'aide médicale à mourir, au lieu de parler de suicide assisté, on donne un vernis médical à cette procédure. Il s'agit d'administrer la mort à des personnes qui ne sont pas mourantes. Et on utilise des acronymes pour décrire le suicide assisté et ça prive la question de toute son humanité. Cela dit, je respecte les choix faits par tous mes collègues d'utiliser ces termes et en raison de mes croyances personnelles, je ne le puis. Collègues, encore un an s'est écoulé et nous sommes ici à débattre à la dernière minute de cette question du suicide assisté pour les personnes atteintes de troubles de santé mentale. Comme ce fut le cas pour C-39, le gouvernement nous a lié les mains afin que ce projet de loi soit adopté de façon expéditive. Comment sommes-nous arrivés là? Il s'agissait de respecter une décision de la Cour suprême, puis d'un gouvernement guidé par l'idéologie. Depuis 2016, j'ai participé au débat sur tous les projets de loi gouvernementaux qui concernent le suicide assisté, que ce soit lors de réunions de comité pour C14 et C7 ou que ce soit lors de débats en cette chambre. J'ai ajouté ma voix et j'ai fait preuve de compassion et d'empathie pour toutes les personnes concernées. J'ai fait preuve de respect envers les convictions exprimées par tous les sénateurs à l'époque, comme je le fais aujourd'hui. La vie et la mort, ce sont des questions qui sont extrêmement personnelles, et ce, pour tous les Canadiens, de quel côté du débat qu'ils se situent. Et cette question fait l'objet de débats depuis des décennies et continuera de le faire pendant encore des décennies. Le suicide a été décriminalisé en 1972, mais le débat sur le suicide assisté se poursuit. Donc, en 1972 jusqu'en 2016, la Commission de la réforme du droit du Canada a recommandé de ne pas légaliser ou décriminaliser l'euthanasie volontaire et active. En 1983, des décisions comme celle de la Cour suprême dans Rodriguez contre Colombie-Britannique en 1993 et des mémoires soumis par des parlementaires sur cette question. Le premier l'a été en 1991. Notre propre Chambre a étudié cette question par l'entremise de nombreux comités au cours de cette période. Et donc, si nous sommes ici, c'est en raison de l'arrêt Carter qui a été rendu par la Cour suprême en 2015. Et cette décision a invalidé l'interdiction de mort assistée pour les personnes atteintes d'un trouble de santé mentale et a donné au Parlement 12 mois pour élaborer une nouvelle loi en la matière. Et donc, le gouvernement présenté en avril 2016 le projet de loi C-14
Et ce projet de loi a reçu la sanction royale le 17 juin 2016. En 2016 et aujourd'hui, soit 8 ans plus tard, je demeure tout aussi opposée à toute forme de suicide assisté. Mais je comprends que notre pays a été placé dans cette situation en raison d'une décision rendue par la Cour suprême du Canada. J'ai accepté ce fait à l'époque et je continue de l'accepter aujourd'hui. Pendant le débat sur le projet de loi C-14, j'ai eu un objectif qui demeure le même aujourd'hui. Je m'oppose à l'aide au suicide sous toutes ses formes, mais je veux améliorer l'accès à tout ce qui permet de vivre dans la dignité. Et je défend le caractère sacré de la vie. Après l'adoption du projet de loi C-14, la nature des débats a changé. D'abord, la Cour suprême a imposé un délai au Parlement et le gouvernement libéral a donné la priorité à son idéologie voulant que l'aide médicale à mourir soit élargie, ce qui a supplanté les données probantes et la prise en compte de la sécurité des patients. La Cour d'appel du Québec a rendu l'arrêt Truchon et le gouvernement aurait pu opter pour une approche logique, c'est-à-dire de défendre sa propre loi. Plutôt, le gouvernement a pris une décision idéologique qui consiste à élargir le régime d'aide médicale à mourir au-delà de ce qui était prévu dans l'arrêt Truchon. Et donc, des garanties ont été supprimées par le biais du projet de loi C7 et la voie 2 a été introduite pour le suicide assisté pour des personnes qui ne sont pas en train de mourir. La première voie est maintenue lorsque la mort est raisonnablement prévisible. Mais il y a maintenant d'autres mesures qui font en sorte que les patients peuvent se rendre suffisamment malades pour contourner les garanties. Dans sa forme initiale, le projet de loi C7 excluait les troubles de santé mentale. Et puis, lorsque le projet de loi est arrivé au Sénat, le sénateur Kutcher a proposé un amendement, c'est-à-dire une clause de temporarisation de 18 mois. Et le ministre de la Justice aurait pu rejeter l'amendement proposé par le sénateur Kutcher et défendre sa propre loi. Mais, suivant les conseils du ministre de l'époque, David Lametti, le gouvernement Trudeau a plutôt choisi d'élargir davantage le suicide assisté. Donc, l'amendement initial du sénateur Kutcher proposait une clause de temporarisation de 18 mois, mais le gouvernement a estimé qu'il fallait un délai de 24 mois. Donc, la position du gouvernement est passée de l'interdiction totale du suicide assisté pour les personnes atteintes d'un trouble de santé mentale à un délai de 24 mois, et ce sans examen parlementaire ni groupe d'experts. Il s'agissait, et il s'agit encore, d'un délai arbitraire. Au cours des 2 années suivantes, le comité parlementaire mixte a étudié la question, entendu des témoignages convaincants, et un groupe d'experts nommé par le gouvernement s'est penché sur la question. Le comité mixte a conclu qu'il n'existe pas suffisamment de données pour évaluer de façon objective l'irrémédiabilité. Et donc, il n'existe pas suffisamment de données médicales permettant de faire la distinction entre la suicidalité et la demande de suicide assisté si une telle distinction existe. Comme l'a dit un organisme, il n'y a tout simplement pas assez de preuves dans le domaine de la santé mentale pour que les cliniciens puissent faire la distinction actuellement. Et la sénatrice Batters a dit pour sa part qu'elle estimait que les troubles de santé mentale n'étaient jamais irrémédiables, et je suis d'accord avec elle. Le professeur Brian Mitra, directeur du Centre de recherche et d'intervention sur le suicide, les questions éthiques et la fin de vie et d'intervention sur le suicide, donc à l'Université du Québec,
à Montréal a dit dans son discours que s'il était possible d'établir une distinction entre les très rares personnes qui souffrent d'une maladie mentale et qui sont destinées à souffrir irrémédiablement par rapport aux personnes dont la souffrance peut être traitée, il serait cruel de refuser l'aide médicale à mourir. Mais il pourrait y avoir des erreurs et des personnes qui auraient pu voir leurs symptômes s'améliorer et qui peut-être ne souhaiteront plus mourir pourraient néanmoins mourir à cause de l'aide médicale à mourir. Il existe des connaissances limitées sur le pronostic à long terme en ce qui concerne de nombreuses affections. Il est difficile, voire impossible, de prédire, dis-je, l'irrémédiabilité. Je pourrais continuer à vous parler des témoignages entendus par le comité pendant cette période de 24 mois, mais vous avez compris l'idée, chers collègues. Il n'y a pas de données qui permettent de croire qu'on puisse faire une distinction. Et comme il est impossible ou presque de prédire l'irrémédiabilité, le régime de suicide assisté mis en place par le gouvernement est fondé sur le caractère irrémédiable de l'état d'un patient. Et donc, puisque l'irrémédiabilité est impossible à prévoir dans le cas des troubles de santé mentale, le gouvernement aurait dû changer de cap. Mais David Lametti et le gouvernement Trudeau en ont décidé autrement. Une année supplémentaire a été ajoutée à la clause de temporarisation jusqu'au 17 mars 2024. Donc, lorsque le projet de loi C-39 a été adopté l'année dernière. En octobre 2023, le comité mixte a été chargé d'évaluer l'état de préparation du Canada à administrer en toute sécurité le suicide assisté aux patients atteints de troubles de santé mentale. Et le comité mixte a déclaré que le Canada n'était pas prêt. En ce qui concerne l'irrémédiabilité, la docteure Mona Gupta, présidente du groupe d'experts du gouvernement, a reconnu que rien n'avait changé depuis le rapport de mai 2022 qui concluait que l'irrémédiabilité restait difficile, voire impossible à prédire. Le docteur Tarek Raji, président du comité médical consultatif du Centre de toxicomanie et de santé mentale, a également dit qu'il n'existe aucune preuve scientifique à ce sujet et qu'on ne pouvait toujours pas déterminer si une personne avait un problème de santé irrémédiable ou non. En ce qui concerne la suicidalité, la Dr Sareen, directeur du département de psychiatrie de l'Université du Manitoba, a déclaré et a fait une mise en garde disant que l'aide au suicide dans des cas de troubles de santé mentale pouvait mener à des décès inutiles. Donc, il est clair que la question de l'irrémédiabilité n'a pas été résolue. Il y a donc absence de consensus professionnel et le comité a conclu que le système médical au Canada n'était pas prêt à administrer l'aide médicale à mourir lorsque les troubles de santé mentale étaient la seule condition sous-jacente. Malheureusement, pour mes collègues dont certains sont médecins dans la salle et pour qui j'ai le plus grand respect, dis-je, certains estiment avoir la réponse. Et même si j'ai tout le respect pour eux, il n'y a pas d'unanimité au sein de leur profession. Et c'est ce dont il s'agit. Par conséquent, actuellement, il est incontestable que l'irrémédiabilité, qui est au cœur du régime de suicide assisté au Canada, ne peut être tranchée en ce qui concerne les cas de troubles de santé mentale. C'est la deuxième fois que le gouvernement libéral nous demande à la dernière minute
de nous aventurer sur le chemin dangereux de l'aide médicale à mourir. De nombreuses personnes nous ont prévenus qu'il s'agissait d'un chemin dangereux. Et en fait, le Canada se trouve au bord du précipice. Nos préoccupations ont été écartées dès le départ et encore plus depuis le projet de loi C7. Et les défenseurs du projet de loi nous disent que l'assistance au suicide sera limitée à un très petit nombre de cas. Mais malheureusement, la vérité est tout autre. Depuis 2019, le Canada a connu une augmentation annuelle de 31 de décès par suicide assisté, ce qui veut dire que ce nombre correspond à 4 des décès enregistrés. Et depuis 2021, l'adoption du projet de loi C7, le Canada a connu des cas de suicide assisté lorsque la mort n'est pas raisonnablement prévisible. Et donc, le rapport pour 2023 indique 16 000 cas de décès par suicide assisté, ce qui représente un total cumulatif élevé. Le Canada est rapidement devenu un chef de file mondial en matière de suicide assisté et surpasse des pays qui ont de telles lois depuis des décennies. D'après une analyse par le Bureau de journalisme d'enquête et le Toronto Star au cours des 2 dernières années, plus de personnes sont mortes avec le régime de suicide assisté du Canada que dans toute autre nation au monde. C'est le docteur Sonyu Gain du service de psychiatrie de l'hôpital Sunnybrook qui dit que nous sommes sur une trajectoire qu'aucun autre pays de la planète ne peut suivre, alors que nous ne savons pas quel en sera l'impact. À l'heure actuelle, personne ne sait quel sera l'impact total. Les projections du gouvernement Trudeau ont constamment sous-estimé le nombre de décès par suicide assisté. Selon les projections de Santé Canada en 2018, notre pays atteindrait un taux stable de 2,05 du total des décès attribués à l'aide médicale à mourir. La situation est encore pire. Dans la mise à jour sur le règlement relatif à la surveillance de l'aide médicale à mourir, présenté en mai 2022 dans la Gazette du Canada, Santé Canada avait prévu que les décès liés au suicide assisté pourrait atteindre une croissance constante de 4 d'ici 2033. Chers collègues, nous avons dépassé les prévisions de Santé Canada d'une décennie entière en atteignant 4,5 en 2022. Comment pouvons-nous faire confiance au gouvernement Trudeau et au ministre de la Santé qui nous disent que l'aide médicale à mourir pour les maladies mentales ne touchera qu'un petit nombre de personnes? Les vannes sont grandes ouvertes et au lieu de redoubler d'efforts pour les fermer, le gouvernement reste bloqué dans sa position pour élargir les mesures davantage. Sous ce gouvernement, le Canada est passé de l'obligation de mettre en place un régime d'aide au suicide à la suite d'une décision de la Cour suprême à un élargissement du régime pour des raisons idéologiques. La majorité des provinces et des territoires ont demandé une pause pour une période indéfinie. Aucun consensus ne semble possible. Donc, il n'y a aucun consensus pour distinguer avec précision une volonté de suicide et un suicide assisté. Donc, la majorité des enquêtes montrent que nous ne sommes pas favorables à l'aide au suicide pour les troubles mentaux. Le dernier sondage léger a été publié le 13 février et montre toujours qu'une majorité des Canadiens sont toujours contre ou incertains quant à l'offre d'une assistance au suicide pour les troubles mentaux. Je veux être clair. Les débats que nous avons eus sur C14 ont été des plus compatissants et les plus respectueux sur un sujet qui divise. C'est le débat les plus respectueux que j'ai vu depuis que je suis au Sénat. Bien que nous avons des opinions différentes,
Nous avons parlé avec compassion, empathie et compréhension. Et moi aussi, je ressens de la compassion pour les personnes qui souffrent. Les gens qui souffrent d'un trouble mental ou d'un trouble physique. Je compatis sincèrement. Trop souvent, les gens qui s'opposent à l'aide médicale à mourir pour les troubles mentaux ont été caractérisés comme manquant de compassion. Et ça s'est passé ici aussi au cours de la dernière semaine. Mon opposition à l'aide médicale à mourir pour les troubles mentaux, ce n'est pas parce que je crois que les personnes souffrent de troubles mentaux, parce que les troubles mentaux sont plus qu'une douleur physique. Les troubles mentaux et l'expansion qui viendrait avec ne sont pas appuyés par la recherche et le gouvernement devrait se concentrer sur une meilleure offre de services. Le gouvernement fédéral devrait aider les psychiatres et tous les fournisseurs de soins de santé mentale à améliorer leurs services pour aider les Canadiens qui souffrent au lieu de faciliter leur suicide. Chers collègues, nous avons des amis et des proches qui ne seraient pas ici si on leur avait donné cette option telle que proposée par le gouvernement. Et ces personnes vivent maintenant des vies productives. Les médecins canadiens pour la vie sont d'accord et ont dit ceci dans leur soumission au comité sur les pénuries. En raison des pénuries en santé et en services de santé mentale, il serait contre-productif d'utiliser ces ressources pour élargir l'aide médicale à mourir aux personnes qui n'ont que les troubles mentaux comme raison sous-jacente. Nous avons vu qu'il y a eu un élargissement des critères pour rendre l'AMM disponible à ceux qui sont en fin de vie. Davantage de ressources ont été ajoutées pour élargir l'accès à l'AMM aux personnes mourantes. Cela va créer une dissonance cognitive si le système de santé a un système parallèle de prévention de suicide et un système d'aide au suicide. En 2022, Statistique Canada a annoncé que plus de 5 millions de Canadiens de 15 ans ou plus répondaient aux critères de diagnostic pour les troubles d'anxiété ou d'abus de substances au cours des 12 derniers mois. Dans ce même sondage, ils ont démontré que plus d'un Canadien sur 3 qui a un trouble d'anxiété ou d'abus de substances a annoncé que leurs besoins en matière de soins de santé mentale étaient partiellement ou complètement inadéquats. L'augmentation du nombre de fournisseurs de soins de santé qui se concentrent sur la santé mentale et qui disposent d'une formation spécialité permettrait d'améliorer l'accès aux soins de santé mentale au Canada. Cependant, les disparités en matière de couverture d'assurance pour le counseling et les soins de santé mentale doivent être réglées. Par ailleurs, un sondage publié en septembre 2023 par l'Institut Angus Reid a déterminé qu'un vaste nombre de Canadiens inquiets par rapport aux ressources en santé mentale disponibles au pays, ainsi que l'état général de la santé mentale des Canadiens, ont répondu ceci. Ils ont dit que pour la plupart des cas, l'accès à la même ne devrait pas être disponible avant d'élargir d'abord l'accès aux soins de santé mentale. Il faudrait accéder à ces services avant d'élargir l'admissibilité à l'AMM. Ensuite, un grand nombre de Canadiens s'inquiètent que les traitements de santé mentale ne seront pas priorisés si on élargit l'admissibilité à l'aide médicale à mourir. J'étais très déçue lorsque le comité plénier, le ministre de la Santé parlait du besoin de former davantage d'infirmières et de psychiatres et d'évaluer pour qu'ils soient aptes à évaluer si une personne souffrant de troubles mentaux pourrait être admissible au suicide assisté. Les Canadiens, eux, disent le contraire. Davantage de formation et de ressources sont nécessaires pour aider les patients qui souffrent de troubles mentaux, pour les aider à se rétablir et à bien vivre, et non pour déterminer s'ils seraient qualifiés pour mourir.
Il préférait que le gouvernement déploie davantage de mesures pour améliorer les services de santé mentale au lieu d'élargir le suicide assisté. Le public canadien est clair. Il faut en faire davantage pour améliorer les ressources en santé mentale du Canada. Tant que les Canadiens n'auront pas un accès égal aux services abordables et de qualité pour la santé mentale et la santé physique, tant que nous n'aurons pas de données probantes pour nous dire si on peut bien déterminer qui a des chances d'amélioration, on ne peut pas légiférer sur l'aide médicale à mourir pour les troubles mentaux. Bien que je m'oppose généralement au suicide assisté, je ne peux rien faire. Mais le gouvernement Trudeau ne peut rien faire pour... ne devrait pas continuer à pousser le suicide assisté pour les troubles mentaux avec un manque de consensus pour les professionnels et les Canadiens. Par exemple, pendant les auditions, le comité a entendu des centaines de soumissions et en voici quelques-unes provenant de quelques associations et je vais les citer. The Arch Disability Law Center submitted a brief. Alors, il y a eu un mémoire qui a été soumis et je vais en citer 2 passages. Alors, C7 est devenu une loi et les personnes souffrant de troubles mentaux se sont tournées vers l'AMM parce qu'ils n'avaient aucune option pour vivre avec dignité dans la communauté. Certains de ces récits ont été racontés aux nouvelles. On s'inquiète beaucoup du fait que l'expansion de l'AMM au cas où la santé mentale est le seul critère de qualification signifie que la santé mentale et les troubles psychosociaux pourraient permettre aux personnes d'accéder à l'AMM pour mettre fin à leurs souffrances socio-économiques. L'Association canadienne pour la prévention du suicide a soumis ceci comme mémoire. Ils ont dit qu'on devrait améliorer le financement en santé pour assurer la disponibilité des traitements pour les patients. Ainsi, le manque d'accès aux traitements ne permettra pas que la condition soit désignée comme irrémédiable. Le Evangelical Fellowship du Canada est aussi d'accord. Ils disent que le suicide assisté ne devrait pas devenir une option et surtout pas la mesure la plus accessible lorsque les soins de santé mentale ne sont pas accessibles et ne sont pas disponibles. Ce groupe dit qu'il s'oppose à l'AMM et il trouve que l'AMM dévalorise les vies humaines. Il s'inquiète énormément que l'AMM pour les troubles mentaux touchera de manière disproportionnée les Canadiens marginalisés. Le Parlement va aller de l'avant avec l'AMM pour les troubles mentaux, mais il faut que des mesures de protection fortes soient mises en place pour protéger les Canadiens et les personnes vulnérables avant l'expansion. Chers collègues, je suis tout à fait d'accord avec leur position. C'est à éliminer d'importantes garanties et même avec les mesures actuelles, nous avons entendu des récits de suicide assisté offerts trop rapidement à des patients qui n'auraient pas dû y être admissibles. Au mois d'août, le Globe and Mail a raconté l'histoire d'une femme de Vancouver qui est allée à l'hôpital qui voulait de l'aide pour des pensées suicidaires. La personne en question vit avec de la dépression chronique et des idées suicidaires. Puisqu'elle se sentait particulièrement vulnérable, elle est allée à l'hôpital général de Vancouver pour demander de l'aide psychiatrique. Au lieu de cela, un clinicien lui a dit qu'il y aurait une longue attente pour voir un psychiatre et que le système de santé ne fonctionne pas très bien. On lui a ensuite demandé si elle avait envisagé d'avoir recours à l'aide médicale à mourir. C'est tout à fait inacceptable qu'un patient se fasse poser une question sur l'aide médicale à mourir ou le suicide assisté alors que la personne cherchait de l'aide pour ses pensées suicidaires. Heureusement, l'histoire dit que la patiente a pu consulter un psychiatre l'automne dernier. Et j'espère sincèrement que la patiente a été capable de recevoir l'aide dont elle avait besoin.
Cependant, chers collègues, des histoires comme celle-ci et comme celle qu'on a entendue sur l'employé dans ces combattants au Canada qui suggérait l'aide médicale à mourir aux vétérans. Et il y avait aussi l'exemple de la personne qui cherchait un logement adéquat, mais qui a plutôt été dirigée vers l'AMM et ça avait été approuvé. Ces histoires sont horribles et elles sont trop nombreuses. Je ne veux pas faire de généralisation sur le régime d'aide médicale à mourir, mais ces histoires sont des histoires qu'on a entendues qui sont nombreuses et alarmantes. Ce ne sont que les récits dont on parle dans les nouvelles. Ce n'est pas tout le monde qui serait prêt à parler ouvertement de leurs récits personnels. Moi, je suis déçue. Je suis déçue que notre refrain ait changé depuis que C7 a été déposé. Je l'ai dit à maintes reprises et je l'ai dit 2 fois aujourd'hui. Les débats sur C14 ont été les débats parmi les plus respectueux auxquels j'ai pu participer. Le sénateur Harder a aussi parlé de ces débats hier. Bien que le sénateur Joyal et moi étions en désaccord sur plusieurs sujets, y compris le suicide assisté, je me souviens à quel point mon ami, qui est maintenant un collègue à la retraite, a traversé cette chambre pour me remercier pour mon discours, parce qu'il savait que mon discours venait du cœur. Il a apprécié ma participation au débat, tout comme j'ai moi aussi apprécié ses contributions. Malheureusement, ce professionnalisme et ce niveau de respect ne figurent plus à ce débat. Beaucoup de Canadiens, qu'ils soient experts ou politiciens et qui s'opposent à l'AMM, sont injustement désignés comme des personnes qui manquent de compassion. On les insulte simplement pour leurs convictions. Alors, au lieu d'aider les personnes qui souffrent de troubles mentaux, on leur dit que c'est un débat où on est soit du bon côté ou du mauvais côté. Soit on a de la compassion, soit on n'en a pas. Les personnes qui appuient le suicide assisté pour les troubles mentaux ont choisi une approche belliqueuse et ils choisissent une position contraire, même si elle n'est pas fondée sur les faits. Mais ici, on parle d'une question de vie ou de mort. Et cette question est très importante, trop importante pour servir de sujet de confrontation. On devrait plutôt débattre dans le plus grand respect des opinions des autres. Lors du débat en deuxième lecture mardi, et à mon avis, cette limite a été franchie. Clairement frustrée parce que les choses n'allaient pas au rythme qu'elle le souhaitait, la sénatrice Simons s'est emportée contre toutes les personnes au Canada qui ont une opinion différente de la sienne. Elle a dit « Nous sommes dans une guerre des cultures et maintenant, l'opposition contre le suicide assisté ressemble à la guerre contre les choix reproductifs et la guerre contre les soins de santé pour aider les personnes ayant des dysphories de genre. » Donc, elle a dit que notre débat était fondé sur des concepts fondamentalistes, entre autres. Ces discours polarisants sont inutiles dans ce débat. Le problème est un problème qui est suffisamment déchirant. Nul besoin de l'enflammer davantage avec ses caractérisations extrêmes. Peut-être que la sénatrice a oublié à quel point le Canada a changé d'avis sur les sujets sociaux depuis les 50 dernières années. Peut-être qu'elle ne comprend pas la colère des personnes qui débattent à l'interne de ces sujets qui touchent aux convictions morales et religieuses. Peut-être qu'elle ne sait pas que ce ne sont pas de simples préférences de la part des personnes qui sont troublées par la dégénération des questions de conscience.
Toutes ces choses façonnent notre perspective du monde. Il y a certaines choses qui nous gardent éveillés la nuit. Ce n'est pas parce qu'on veut dire aux gens comment mener leur vie. C'est plutôt parce que nous sommes profondément attristés pour les prochaines générations si nous continuons de nier la sainteté de la vie et d'établir des protections pour cela. Je suis d'accord que ceux au Canada qui continuent à croire en la sainteté de la vie, de la conception jusqu'à la mort naturelle, sont peu nombreux. Nous ne demandons pas le pouvoir d'imposer ces croyances et leurs effets sur tous les Canadiens. Nous voulons simplement avoir le droit d'être entendus. Insisting Nous insistons simplement que nos droits soient respectés. Le droit d'avoir ces croyances et d'en parler ouvertement. Le droit de participer au débat et d'être entendu. Le droit de faire une tentative d'influence de la politique publique. Il n'y a rien d'extrême là-dedans. C'est ce qui nous a menés ici aujourd'hui. C'est ça qui a permis au Canada de voir ses valeurs sociales évoluer. Et malgré tout, je serai le dernier à vouloir que ces droits soient restreints. Or, ce que la sénatrice Simons a dit va à l'encontre de tout ça. Elle disait que tous ceux avec qui elle n'est pas d'accord devraient avoir honte et devraient se taire. Elle veut supprimer leur voix. Ils peuvent avoir ces croyances, mais ils ne peuvent pas en parler. Mais il faut faire mieux, chers collègues. Il faut faire mieux. Le débat dont nous sommes saisis est trop important. Il mérite mieux que ce que nous avons entendu et vu lundi soir. Ça m'attriste d'avoir été caractérisé ainsi de façon injuste, de cette façon. Sur la question de la vie et de la mort, les Canadiens méritent mieux. Tant pour les Canadiens qui veulent avoir accès à l'aide médicale à mourir en cas de troubles mentaux que pour les Canadiens qui nous mettent en garde sur l'élargissement de cette politique. Il faut, quoi qu'il en soit, que le débat demeure respectueux, compatissant. Et ce faisant, il faut adopter un autre ton dans le cadre de ce débat sur l'assistance médicale à mourir. Comme un témoin l'a dit dans son mémoire, ça ne devrait pas être un enjeu partisan. Ce n'est pas une question idéologique, une question de politique. Mais malheureusement, dans ce débat polarisé, ces mises en garde ont été écartées sur la base que c'était juste l'autre point de vue. Dire ceci a fait fi de certaines préoccupations tout à fait légitimes dans le cadre de ce contexte. Et le docteur que je viens de paraphraser avait tout à fait raison. Ce débat ne saurait se limiter qu'à entendre que ceux qui sont en faveur. Il faut aussi entendre ceux qui ont des craintes. Il faut entendre les histoires de tous ceux et celles qui continuent à lutter pour de meilleurs soins. L'histoire de personnes comme ma propre mère. Ruby Plett, elle a 96 ans. Elle est atteinte d'arthrite débilitante, une qualité de vie qu'on pourrait simplement qualifier de difficile, mais elle veut continuer à vivre. Elle veut continuer. Elle veut continuer de prier pour ses enfants, ses petits-enfants. Elle aime toujours qu'elle les visite et qu'il les visite. Grâce à l'accès à des soins de pointe, elle peut continuer à vivre. Les enfants plus âgés, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, elle les voit grandir. Elle a la chance de les voir grandir et plus de Canadiens méritent cette même chance, qu'ils souffrent de troubles physiques ou mentaux. Malheureusement, l'état de la santé mentale au Canada fait en sorte qu'une personne qui souffre de troubles mentaux ne bénéficie pas des mêmes avantages que ceux qui ont des troubles physiques. Alors ne vous méprenez pas, chers collègues. À de multiples reprises, ma mère a souhaité retourner chez elle, de retrouver son mari.
et son fils qui l'a précédé dans la mort. Et s'il y avait une candidate pour l'aide médicale à mourir, c'est sûr que si on dressait la liste des candidates, on mettrait ma mère première. Mais elle serait horrifiée que quelqu'un lui suggère cette avenue. Horrifiée. Elle serait horrifiée d'entendre que quiconque à part Dieu avait le droit de prendre sa vie. Alors, elle prie qu'elle pourra retourner chez elle. Et à chaque fois qu'on va la visiter, elle est heureuse qu'on soit là. Bien que l'état des soins de santé au Canada demeure un défi, il y a des sénateurs, il y a des groupes partout qui vont au-delà. Il y a par exemple un groupe au Manitoba qui incarne l'excellence, qui offre des soins exceptionnels à ses résidents. Un groupe qui a été fondé il y a près de 80 ans par des membres de diverses églises du secteur et qui, encore à ce jour, est en opération grâce à 8 églises locales. Il y a un nouveau foyer, Rest Haven, l'Havre du repos, construit il y a quelques années, quelques dizaines de résidents. Ma mère était très heureuse. Elle était la plus âgée lorsqu'elle est entrée là-bas et on lui a laissé choisir sa chambre. Elle était la première, elle était là avant même qu'on parachève la construction. Elle pensait qu'elle était dans l'antichambre de la mort, du paradis. Elle pensait qu'elle allait passer de l'antichambre à l'au-delà. Quoi qu'il en soit, ces églises ont continué à exploiter Haven Group et Rest Haven, ces foyers, et ces églises s'engagent à offrir des soins à long terme pour les résidents, des soins holistiques, quelle que soit la race, l'âge ou la religion des résidents, incluant des gens qui sont atteints de démence, de troubles mentaux, d'autres atteintes physiques, etc. Je n'ai pas assez de mots pour féliciter l'extraordinaire personnel du Haven Group. Il se consacre entièrement aux soins spirituels, sociaux et autres qu'ils offrent aux résidents. Ils rappellent aux résidents chaque jour que leur vie vaut la peine d'être vécue et qu'ils et elles ont de la valeur. Je n'ai mentionné que quelques groupes et organisations, mais je n'ai nul doute que d'autres méritent de telles louanges. On entend des histoires semblables partout au pays, de personnes qui offrent des soins de première ligne aux Canadiens et Canadiennes. Et leurs voix, leurs histoires doivent être entendues. Tous les Canadiens devraient être partis à cette discussion. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour tous les groupes. Ce n'est pas tous les groupes qui jouissent de cette liberté, qui peuvent s'opposer sur la base de leur conscience au suicide assisté. Haven Group peut offrir des soins. Ils peuvent ne pas, en vertu de leur valeur, fournir l'aide médicale à mourir dans leur édifice, mais la loi les mandate que dans l'éventualité qu'un résident demande l'aide médicale à mourir, ils doivent, ces groupes, les orienter vers une institution qui offrira l'aide médicale à mourir en dépit des croyances de ce foyer. Il y a un hospice en Colombie-Britannique qui n'a pas même ce traitement. En février 2020, le gouvernement britanno-colombien a décidé de mettre fin à l'entente de service avec la Delta Society en Colombie-Britannique qui refusait d'offrir l'aide médicale à mourir à ses patients. En dépit du fait que c'était offert dans un édifice tout juste à côté. Cet hospice a perdu son édifice financé par le privé. Et les Canadiens qui ne veulent pas savoir offrir l'aide médicale à mourir ont perdu un espace sécuritaire. Pour ceux qui ne veulent rien savoir de la MM, il n'y a pas moyen d'échapper à ça. Selon Ramona Quayle, dans un article
paru sur le site de l'Institut MacDonald-Laurier qui parlait des normes canadiennes en AMM. On dit que l'objection sur la base de la conscience, c'est problématique. À l'article 5, on dit qu'un médecin qui ne fournit pas l'AMM, même dans des cas précis, sont considérés comme des objecteurs de conscience. Et qu'est-ce qu'un médecin doit faire? Ben, simplement référer le patient ailleurs pour qu'il obtienne l'aide médicale à mourir, ou le suicide assisté plutôt. Ces références, comme le Dr Carlo le dit dans son article, plutôt que de mettre fin au processus de suicide assisté, on fait juste guider les patients dans un tunnel vers l'aide médicale à mourir. Les Canadiens qui veulent l'aide médicale à mourir peuvent magasiner pour leur médecin. C'est terrifiant de savoir qu'une partie de notre soin de santé se consacre à mener les Canadiens vers la mort plutôt. On est bien loin de C14. Les yeux du monde entier sont rivés sur le Canada et qui voient ce qui se passe ici. Il faut améliorer le régime, mais pas l'élargir. Sur la question de la vie et de la mort, chers collègues, la perspective de tous les Canadiens et Canadiennes est importante. La perspective de tous les sénateurs et sénatrices est importante. C'est parce que notre cœur bat que nous nous soucions si profondément de la vie ou de la mort. Qu'on soit un propriétaire d'entreprise, un avocat, un médecin ou quelqu'un d'un corps de métier comme moi, de profession. Nous avons tous une perspective différente parce que la question de la vie et de la mort est la question la plus personnelle qui soit. Elle est fondée sur notre expérience personnelle, sur ce qu'on a connu dans notre vie. Je constate la compassion, la difficulté avec laquelle doit traiter le sénateur Avalia. C'est clair que de ce qu'il a vu, de ce qu'il a vécu, eh bien, sa perspective est informée par sa compassion. Et j'ai beaucoup d'empathie pour lui et tous les Canadiens qui le représentent sur cet enjeu. J'espère et je sais que de lui, j'obtiens la même empathie, la même compréhension. Et j'espère aussi qu'il y en a d'autres comme moi qui veulent offrir aux Canadiens de meilleures options pour vivre leur vie dans la vie et la dignité plutôt que de leur offrir plus d'options pour le suicide assisté. Comme je l'ai dit, quand c'est la question de l'aide médicale à mourir, c'est un enjeu sur lequel les gens peuvent être d'accord ou en désaccord. Mais la vie et la mort est la question la plus commune, celle qui nous unit tous ou toutes. Quels que soient vos antécédents, vous êtes né avec un cœur qui bat et vous quitterez cette terre lorsque votre cœur arrêtera de battre. Bien que je m'oppose à l'euthanasie sous toutes ses formes et au suicide assisté, cela ne veut pas dire, de quelque façon que ce soit, que je n'ai pas une sympathie profonde pour ceux qui souffrent de façon intolérable, que ces souffrances soient d'origine physique ou mentale. Je ne dis pas que quelqu'un qui souffre devrait être forcé de vivre dans l'angoisse et l'agonie. Je ne veux pas que les personnes qui ont des troubles mentaux voient leur souffrance prolongée. Et je ne pense pas non plus que les personnes qui souffrent de troubles mentaux souffrent moins ou différemment des personnes atteintes de troubles physiques. Ce que je souhaite, c'est que tous ceux qui le souhaitent puissent avoir un meilleur accès à la vie plutôt qu'à la mort. Dans un pays aussi riche que le Canada, je ne puis que penser qu'on jette l'éponge et que plutôt que de vouloir continuer à vivre, on poursuit d'autres avenues. Les effets à long terme d'une telle politique sont inconnus. Et quand il est question de vie et de la mort, eh bien, l'inconnu, les impondérables peuvent avoir des conséquences funestes. Mais mon but n'est pas de changer votre position sur l'aide médicale à mourir, le suicide assisté. On peut être en accord ou en désaccord sur le suicide assisté, sur le fondement de notre expérience de vie et de nos croyances. Et il n'y a pas de mal avec ça. Je respecte la position et la croyance de chacun d'entre vous. Ce que j'espère, c'est de vous faire part de l'envers de la médaille qu'on écarte souvent du revers de la main. Il me reste quelques minutes encore. Votre comité a dit que les experts ne sont pas d'accord sur la suicidalité ou le caractère irrémédiable et a dit que le Canada n'est pas prêt. Les chiffres sont très élevés dans le contexte canadien lorsqu'on les compare au monde entier. Les projections de Santé Canada ont sous-estimé les taux de mort d'aide médicale à mourir au Canada. Et ces taux sont les plus élevés au monde. Ils s'accélèrent plus vite qu'ailleurs.
Et c'est une pente glissante. Et ce qui m'attriste, c'est qu'on parle ici de vie canadienne. La plupart des provinces ont demandé une pause indéfinie. Et plus important encore, la plupart des Canadiens ne veulent pas de suicide assisté pour des questions de troubles mentaux. Ils préfèrent voir une amélioration dans les services pour la santé mentale. À une époque où on est plus sensibilisé à la santé mentale, à une époque où on encourage les Canadiens à obtenir de l'aide, à une époque où on dit que personne ne devrait souffrir seul, où il faut prendre la parole quand les choses ne vont pas bien, qu'il ne faut pas souffrir de préjugés, profitons de ce momentum. Ça va prendre du temps et des efforts pour améliorer l'accès aux soins de santé mentale, pour qu'ils soient sur le même plan d'égalité que les soins physiques. Ce ne sera pas facile, mais je pense que grâce à un leadership fort des experts en matière de politique et des experts médicaux, je pense que nous pourrons obtenir de meilleurs résultats en matière de santé pour tous les Canadiens. Je demeure résolu dans la croyance que nous pouvons faire mieux, que nous devons faire mieux. Chers collègues, de nombreux experts ont participé à cette étude, à ce comité mixte. Et en même temps, des centaines de Canadiens ont fait part de leurs perspectives avec le comité. Et en guise de respect pour le temps qu'ils ont pris, permettez-moi de citer quelques témoignages. Par exemple, cette dame albertaine qui nous a dit « Merci d'avoir pris le temps de lire mon mémoire. Je suis reconnaissante que vous ayez sauvé la vie de nombreux Canadiens et Canadiennes, de mes amis qui sont aux prises avec des troubles mentaux et la dépression. Mais nous sommes arrivés à un point où, si on n'agit pas, la mort plutôt va être présentée comme une solution. La vie et la mort, plutôt, c'est final. Et quand on l'offre comme une option de traitement, c'est qu'on normalise la fin de la vie de quelqu'un. Je suis très préoccupé, car je crois que nous ne sommes pas prêts et prêtes pour ces changements, car j'entends que la MM sera élargie aux personnes pour qui les troubles mentaux sont la seule raison sous-jacente. On n'était pas prêt il y a un an, mais il n'y a rien qui a changé. Encore une fois, des vies sont en jeu. Il y a aussi le groupe de 30 Canadiens qui ont soumis un mémoire, un groupe de personnes qui ont des handicaps, ou qui sont des membres de famille ou d'amis de personnes qui ont des troubles physiques ou mentaux, qui sont grandement troublés par l'adoption imminente de ce projet de loi. Ils ne s'opposent pas à l'aide médicale à mourir pour ceux qui subissent des souffrances intolérables et dont la mort est raisonnablement prévisible. Mais voici quelques extraits de leur mémoire. Nous savons qu'un délai de 90 jours pour l'aide médicale à mourir n'est pas une garantie sérieuse. Certains de nos proches ont fait semblant d'être en traitement pendant des périodes beaucoup plus longues. Les personnes atteintes de troubles mentaux sont bien en mesure d'élaborer et de maintenir des plans d'autodestruction pendant des années. Le Canada ne devrait pas mettre en œuvre de telles lois aussi dangereuses tant et aussi longtemps que des systèmes de soutien social ne seront pas pleinement et généreusement opérationnels et que les déterminants sociaux ne seront pas pris en compte de manière adéquate et démontrable dans chaque province et territoire. Nous parlons ici de logements sûrs et abordables et d'un soutien financier adéquat. C'est pas tout le monde qui a un trouble mental ou qui a un handicap qui peut toucher un salaire. Nos proches qui ne peuvent pas travailler ne devraient pas être pénalisés simplement parce qu'ils ont un handicap. Chers collègues, si je soutiens le projet de loi C-62, ce n'est pas parce que je cautionne de quelque façon que ce soit le suicide assisté. Je préférerais de loin que l'on mette de côté cette idée indéfiniment. Mais en attendant, chers collègues, j'accueille ce délai de 3 ans en espérant que le gouvernement fédéral entendra enfin les Canadiens, les Canadiennes et les experts et feront la chose qui s'impose. Je vous remercie de votre attention.